Alors, rebonjour. Donc, j'espère que vous avez pu prendre une petite gorgée d'eau et tout ça. Merci beaucoup pour les commentaires. Là, j'ai eu du feedback là, de la part des animateurs. Là. Lydia, Sandrine, Albert, Léonard, Vincent, Maria. Et puis, jusqu'à maintenant, vous appréciez la formation, vous trouvez qu'il y a du contenu technique et je suis bien content de l'entendre. Là. Je voulais avoir déjà une rétroaction pour savoir si je m'en allais au bon endroit. Fait que merci à vous. Alors, on continue notre lancée, notre ouverture sur l'apprentissage du cerveau du chien. Alors, précédemment, on est rentré un petit peu dans la technicalité. J'ajoute maintenant ici quelque chose d'important que je nomme le chef d'orchestre invisible. J'en ai parlé précédemment. Hein, donc, si on rappelle très rapidement, donc le cortex préfrontal, on sait que c'est l'inhibition, des comportements là, impulsifs. La régulation des émotions aussi va se faire par le cortex préfrontal. Mais ce cortex préfrontal-là, il communique avec le tronc cérébral, c'est comme ça que ça s'appelle. Puis ça va influencer l'activation du système parasympathique que je vous ai parlé précédemment, qui est responsable, le système parasympathique, là, d'être un peu plus apaisé, le repos, la gestion, tout ça. Et ça communique comment? Mais ça communique via le nerf vague, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, plus le système parasympathique est activé, pour les chiens là, réactifs, anxieux, hypervigilants, que l'on a parlé précédemment, par des activités là, d'exploration, des activités de calme, de senteur, de lenteur, de ralentir le rythme. Je fais ça très souvent avec les chiens. On ralentit le rythme au lieu d'être toujours en train d'être dans l'explosion. Les exercices de mastication que l'on a tendance parfois à négliger, ça active le système parasympathique. Puis, plus le cortex préfrontal, à ce moment-là, peut exercer son contrôle sur les comportements impulsifs. Donc, il y a un lien ici de ping-pong qui joue entre les deux. C'est hyper important. La zone amygdale, on en a parlé tantôt. Zone amygdale, le stress aigu, le fameux fight or flight. Mais ça, c'est activé via le système qu'on appelle le système nerveux sympathique. Pas parasympathique, mais sympathique. Et le système, lui, parasympathique, va justement chercher à agir en opposition afin de ramener l'équilibre après un stress que le chien va avoir vécu. Donc, rappelez-vous que les activités parasympathiques que je vous ai proposées tantôt, d'exploration dans l'environnement, entre autres, là, un peu de baignade, mais de fait de façon calme, la décompression sur un lieu bien précis après un entraînement, mais ça va aider à désactiver les zones amygdales qui sont responsables du stress que le chien ressent et voire même de la diffusion de cortisol, l'hormone du stress justement. Puis on a également discuté précédemment du striatum ventral qui lui, rapidement met sur le circuit de la récompense, qui est surtout influencé par l'activation physiologique du chien. Puis trop de stress, donc c'est-à-dire trop d'activation du système sympathique, exemple l'entraînement IPO qu'on parlait tantôt, malgré qu'on peut mal adapté, pour dire ça comme ça. Là. Si c'est mal adapté, un entraînement de sport extrême comme ça, ça peut inhiber la capacité de ce striatum-là ventral à bien encoder les renforcements qui sont positifs là, pour le chien. Bref, ça crée de stress plus que d'autres choses. Je ne veux pas reprendre mon discours
de tantôt. Le système mésolimbique, qui est lié, lui, à la dopamine, fonctionne mieux dans un état, justement, de régulation. Puis le parasympathique, en réduisant, justement, cette charge émotionnelle, parce que le chien se calme, mais ça va favoriser l'accès à un plaisir que j'ai nommé précédemment, parce que j'aime appeler ça comme ça, un plaisir apaisé. Plutôt qu'une excitation permanente qui désorganise très souvent cette recherche de récompense. Le chien devient très addictif à ça, à cette recherche de récompense-là, puis il est toujours sur le qui-vive, il est toujours sur le gun, pour dire ça en expression québécoise. La fameuse addiction à la dopamine, des chiens qui vont au parc canin, puis au début, ça allait super bien, mais ils sont devenus addicts à aller retrouver leurs congénères, et l'excitation monte dans le tapis, et là, ils arrivent jamais à sortir de cette boucle d'excitation, et ça fait des chiens réactifs par excitation. Les études, d'ailleurs, démontrent que ce n'est pas en accumulant uniquement des kilomètres de course, ou avec de l'excitation à l'extrême par des entraînements spécifiques de sport canin, que l'on soigne une détresse intérieure que le chien ressent. C'est en lui réapprenant à respirer, à observer, à se réguler lui-même. Et je vais vous en parler très bientôt avec une petite vidéo, soyez pas inquiets de ça. Ça peut être très simple, ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, le cerveau du chien, pour terminer avec ça, il a besoin, comme le vôtre d'ailleurs, d'un équilibre entre stimulation et récupération. Et le parasympathique, que je nomme personnellement le chef d'orchestre invisible, c'est pour ça que j'ai intitulé ma diapositive ainsi, mais ça permet la récupération, ça permet la régulation émotionnelle et surtout, ça permet de rendre le cerveau de votre chien disponible à l'apprentissage. Alors voilà, une petite vidéo de 7 minutes qui ensuite sera suivie d'échanges dans vos zones respectives pour arriver avec certaines questions comme on a fait précédemment. Alors, je vais partir cette vidéo. S'asseoir, je vais tout simplement demander d'aller sur le support. L'ordre que j'utilise, c'est l'ordre place et j'attends de voir son comportement. Donc, on se prépare à utiliser notre marqueur négatif si nécessaire. C'est dans l'intention qu'il faut assurer le marqueur négatif. On voit, le chien réfléchit, là. Il se dit, est-ce que je sors, est-ce que je sors pas? Il entend des sons. Il y a des gens qui sont en train de faire des trucs dans leur cour. Donc on peut les entendre jusque dans la cour ici. Là, il réfléchit. Donc il voit Zaya qui est avec une balle également. On sait que Max fait de la protection de ressources, donc il faut que je surveille cet aspect pour pas qu'il intervienne en disant « je contrôle l'ensemble des balles, maintenant ça m'appartient ». De toute façon, quand je ne peux pas vérifier ce qui se passe, quand je ne peux pas avoir un œil sur l'ensemble des chiens, je range toujours les éléments qui pourraient engendrer la protection de ressources, donc les balles dans ce cas-ci sont rangées quand je ne peux pas avoir un œil absolu sur les chiens.
parfois il faut être patient pour voir l'option que le chien va prendre, l'option de se coucher, l'option de s'asseoir, l'option de quitter l'emplacement que je viens de demander. Et je me prépare soit à utiliser un marqueur positif pour faire ce qu'on appelle un free shaping, si jamais il s'assoit ou il se couche. Si jamais il sort, j'utilise mon marqueur négatif, mais toujours en laissant le chien prendre une décision. Good. Good boy. Good boy. Sans plus. Donc, mon good est un marqueur statique. J'ai tourné la tête en passant. Vous ne me voyez pas. Parce que je ne veux pas que Max sente que je suis en train de l'observer dans l'absolu. Donc, je veux lui montrer comme si il n'y a rien de spécial qui se passe. Je jette un petit coup d'œil en biais. Là, je lui montre qu'il n'y a rien de spécial dans le comportement qu'il est en train de prendre. Par contre, il entend mon marqueur positif quand il prend la décision. Et ça, être assis, c'est une bonne décision pour s'apeser plutôt qu'être debout. Être couché, good. C'est une autre décision juste pour pouvoir s'apeser. Donc, le chien apprend de cette façon à se régulariser lui-même au niveau de l'énergie qu'il était en train de vivre. Certains vont appeler ça le on-off. On, le chien est en train de jouer, et off. On fait diminuer l'énergie. On peut faire ça avec une balle, avec un tog. Mais là, on est plus dans la subtilité au niveau du on-off, parce que c'est une prise décisionnelle du chien. Et à ce moment-là, on renforce les liens dans sa carte neuronale. Et le chien apprend de cette façon-là à se régulariser, comme j'ai dit. Il comprend que c'est lui qui a un impact sur les émotions qu'il est en train de vivre. Donc Max, la maîtresse, la propriétaire, va signifier qu'elle a beaucoup de difficultés à s'apeser. Il a beaucoup de difficultés à utiliser son reste, à rester à un endroit. Là, j'ai pas utilisé mon ordre reste, j'ai plutôt utilisé l'ordre place. Vous avez vu que j'ai dû le rapporter à sa place. Et ensuite, c'est le chien de lui-même qui construit sa réflexion. Face à la dame, voyez-vous, il est en train de s'apeser. Et comme je vous dis, on ne regarde pas le chien sans arrêt pour lui montrer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Nous, on est comme déconnecté de la situation, on relaxe nous-mêmes, et le chien, on va pouvoir faire un peu comme du mimétisme, c'est-à-dire relaxer. On a Zaya qui est en train de relaxer, nous avons Léa qui est en train de relaxer, et nous avons Max qui apprend à relaxer. C'est difficile pour lui, naturellement. Nope. Place. Donc, j'ai utilisé mon marqueur négatif et je vais montrer à Max à patienter de plus en plus longtemps. Donc, ça, c'est apprendre à relever le défi. On ne fait pas ça naturellement avec un chien en partant. Au début, c'est peut-être 20 secondes, 30 secondes, 1 minute.
et plus on sent que le chien est en mesure de relever le défi, bien, plus on le met au défi en le faisant patienter plus longtemps. Certains utiliseront l'ordre reste dans d'autres situations, naturellement. Et comme je vous ai expliqué, j'utilise actuellement un ordre de placement et je laisse le chien prendre la décision de la posture. Good. Donc le bâillement que vous avez vu, certains pourront signifier que nous avons aperçu un signal d'apaisement. Donc le chien qui bâille, qui se lèche le bout du museau, il essaie de se régulariser de cette façon-là. J'aime mieux appeler ça des signaux de communication. Et tout ça est plus d'un point de vue inconscient, c'est-à-dire que le chien propose des réponses inconscientes face à ce qu'il ressent intérieurement. Et le bâillement, le mouvement de la queue, le léchage pourrait aussi être un cas où le chien, de façon inconsciente, adopte certains comportements. Malheureusement, certains chiens anxieux peuvent tendre vers des TOC, des troubles obsessifs compulsifs. Et là, le chien se met à se lécher, à se remodiller, et ça se traduit de façon inconsciente par des réponses tel état d'esprit. Ce que je ressens intérieurement amène la réponse. Là, ce que je veux montrer à Max, c'est ce que tu ressens intérieurement. Ça va être de l'apaisement. Et la réponse, c'est se coucher. Good boy. Max, break. Good boy. Voilà. Ça, c'est très bien. Merci à vous. Bonne fin de journée. Alors voilà, donc nous allons pouvoir passer aux différentes salles. Vous avez vécu le processus tantôt, donc maintenant vous êtes plus familier. À ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre davantage là, et peut-être échanger un petit peu plus. Dans les Grecs, ça a été fort intéressant, là, c'est la rétroaction que j'ai reçue tantôt. Donc, je vous laisse aller. Je vais aller vous visiter dans une dizaine de minutes. Je vais mettre aussi ce décompte sur pause très bientôt pour le bénéfice là, de l'enregistrement qui sera diffusé plus tard. Donc, on en a pour une trentaine de minutes, je vous dirais, là, entre 15 et 30 minutes, le temps que je fasse un petit tour un petit peu partout. Et ensuite, on pourra revenir sur des questions qui auront été conservées, qui seront considérées comme étant essentielles par nos animateurs. Bonne réflexion, bon échange. Alors, rebonjour. Donc, on est prêt maintenant à pouvoir répondre à quelques questions qui m'ont été envoyées par nos animateurs. Juste un instant. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, 2 questions ont été retenues. Les échanges ont été très constructifs. Ça a été super intéressant. J'espère que j'ai su répondre rapidement, là. On a passé une trentaine de minutes au total. C'est environ ça, là, les ateliers de réflexion. Je laisse environ une trentaine de minutes, là, 29 à 30 minutes. Et puis, ensuite de ça, on essaie de ressortir de ça, là, les questions qui peuvent être plus adaptées pour une diffusion plus généraliste, pour dire ça comme ça. Alors, les 2 questions retenues sont j'étais convaincu qu'un chien réactif devait faire plus d'exercices pour sa santé mentale. Et ensuite, pourquoi dites-vous que le chien n'apprend pas
dans le calme, mais à retrouver le calme dans le réel. OK. Oui, ça c'était sur ma diapositive, hein? C'était ma citation là. Bon, ben je vais répondre à ça. C'est vrai, je l'ai pas lu tantôt, désolé. Allons-y avec la première question. J'étais convaincu qu'un chien réactif devait faire plus d'exercices, pour sa santé mentale. Mais en fait, les exercices, c'est important pour la santé mentale. Ok, j'espère que mes commentaires n'ont pas été mal perçus. Par contre, il faut pas faire des exercices, de mon point de vue, et selon les études aussi qui ont été faites, sans avoir des phases de récupération. T'sais, oui, l'exercice, c'est un levier important pour la santé. Autant pour l'humain que pour le chien, je le répète. Mais ça doit être aussi structuré. Et structure, par le mot structure, souvent on accorde ça à quelque chose de très négatif quand on dit qu'on donne de la structure à un chien. C'est encore des mythes là qui sont véhiculés potentiellement par des idéologies là où on essaie finalement de dire que donner un cadre à un chien et certaines règles que moi j'appelle certaines structures n'est pas juste. Et pourtant, hein, autant pour l'humain que pour le chien, c'est important d'avoir un environnement structurant. Et cet environnement structurant-là, ben, il doit être suivi de décompression, comme j'ai nommé tantôt. Puis il faut s'adapter, soit dit en passant, au type de réactivité et aussi minimalement à la personnalité de notre chien. Chaque chien est différent. Mais les observations sur le terrain que j'ai fait, et je répète, les études aussi démontrent que un chien anxieux, par exemple, plus faire de la course, ce que ça implique, c'est une augmentation physiologique de l'adrénaline. Ça, c'est automatique. Mais s'il n'y a pas de retour à une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire une gestion de cette énergie-là, ben, le potentiel que vous créez un chien plus instable est fort. Parce que le chien, si on lui donne toujours l'adrénaline, c'est une hormone nécessaire à la vigilance. Et cette vigilance-là fait en sorte que je suis à l'affût de tout ce qui se passe alentour. Et parfois, ben, ça tombe dans une hyper-vigilance, hein, qui est disproportionnellement élevée par rapport à ce qu'il devrait être dans la réalité. De là l'importance d'intégrer ce que je nomme aussi, là, que j'ai pas nommé tantôt, un cool down, qui est un petit peu neuro-végétatif. On le voyait un petit peu tantôt avec le berger allemand là, qui était sur son support. On le voyait qu'il était en train de s'apeser. Et donc, l'attente sur un place, par exemple, la mastication, massage, ben ça peut favoriser l'activation du système parasympathique que j'ai nommé précédemment. Là, de mémoire, je pourrais prendre mon cahier, là, j'ai un cahier pas loin, désolé. C'est une étude en 2021, là, qui est dans mes références d'ailleurs, qui démontre clairement qu'une surcharge dopaminergique aussi peut engendrer une instabilité émotionnelle. Donc ça aussi, c'est à ne pas négliger cet aspect-là, de dire ben, je joue non-stop au tog ou à la balle avec mon chien ou je fais faire des exercices de protection non-stop. Ben ça, il va être, oui, l'adrénaline pour bouger les muscles, mais il va y avoir aussi beaucoup de dopamine. L'aspect de devenir addict à cette dopamine peut créer également de l'instabilité émotionnelle. Puis cette instabilité émotionnelle, c'est une difficulté à retrouver une homéostasie qui est juste et adaptée pour une vie en société, par exemple.
Ensuite, c'est pourquoi dites-vous que le chien n'apprend pas dans le calme, mais à retrouver le calme dans le réel? Donc ça, c'est ma citation que j'ai mise sur ma diapositive. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? En fait, simplement, c'est que les circuits que je vous ai présentés tantôt au niveau de l'apprentissage ne se forment pas dans un environnement aseptisé. Okay? Donc, les circuits, ils s'ajustent dans un contexte vivant. Le fameux cortex préfrontal, les zones importantes que je vous ai présentées tantôt, que j'en ai présenté 4, dont le premier qui était le cortex préfrontal, s'active clairement lorsqu'une gestion réussit dans un environnement réel. Tu sais, si le chien arrive à gérer ses émotions, à gérer la demande que je suis en train de lui faire, que vous êtes en train de lui faire, dans un environnement réel, c'est-à-dire que plein de distractions alentour, mais à ce moment-là, il va être en mesure d'utiliser son attention sélective et donc de filtrer ce qu'il considère d'important, de moins important. Et ce qu'il doit considérer comme étant important, c'est ce que vous lui avez demandé, la relation que vous avez avec votre chien. Ça doit être ce qui est important pour votre chien. Et lorsqu'on y va plus avec du contrôle artificiel, dans une salle de cours par exemple, ben on perd ce côté-là du vivant qui active naturellement, intrinsèquement, comment le chien doit se comporter dans la vraie vie. Donc, ma méthode, ACE Solutions Canines, là, qui est un problème des solutions là, que j'ai développé il y a plus de 20 ans, ça utilise des mises en situation réelles, mais en intégrant des retours au calme de récupération, là, comme vous avez vu avec le berger allemand. Donc, on utilise un apprentissage qui est progressif sur la résilience. J'aime illustrer ça sur l'escalier de la tolérance. Le chien doit monter des escaliers. On n'oublie pas qu'on est dans les chiens réactifs et agressifs. Donc, il doit monter l'escalier de la tolérance à l'inconfort, aux stimuli, aux éléments déclencheurs. Sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est une phrase que j'ai dite depuis les 15 dernières années, là. Une marche à la fois, mais de vraies marches. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par un entraînement dans l'environnement. Et ça, ce sont des études également qui démontrent la plasticité cérébrale là, qui est favorisée, que je devrais dire, par un stress qui est modéré. Comme je dis souvent, c'est que le réel, c'est là que le cerveau se muscle. C'est dans la réalité de la vie. Donc voilà, les autres questions ont été répondues dans les différentes salles. Là, donc j'ai répondu à plusieurs de vos questions. On va être en mesure de pouvoir poursuivre notre conférence, notre formation là, d'une durée d'une demi-journée là, en passant. La prochaine diapositive, je mets des définitions. Définition notamment de corrélation et définition de causalité. Fait qu'on va prendre le temps de lire ça. Donc, corrélation, c'est quand deux choses arrivent en même temps ou qu'elles semblent liées sans qu'on puisse dire que l'une cause l'autre. Tandis que la causalité, c'est quand une chose provoque directement une autre chose. Il y a un lien à ce moment-là de cause à effet. Donc, comme je le mentionne souvent, mes études en sciences, notamment en analyse statistique et méthodologique, là, pour établir des protocoles, je dis qu'en sciences, comme en éducation canine d'ailleurs, observer
un lien ne prouve pas qu'il y a cause. C'est l'analyse de ces données-là qui va tout faire la différence. Et malheureusement, parce que je lis beaucoup d'études, j'ai accès à plusieurs études par mes formations, parfois, les études sont un petit peu déficientes et j'y reviendrai à ce sujet. Pour illustrer ce que je viens de dire, pour ceux qui sont moins familiers avec la corrélation et la causalité, tous les chiens qui boivent de l'eau finissent par mourir. Corrélation? Oui, évidemment. Causalité? Bien sûr que non. Hein? Je pense que l'image que je suis en train de donner est assez claire. Alors maintenant, si on dit le collier et la réactivité, sont associés. Causalité? L'analyse donne-t-elle un lien direct? Et c'est là qu'il faut prendre le temps d'analyser les données. Ici, je vous présente un graphique qui m'avait été envoyé là, sur ma page Facebook ACE Solutions Canines par un intervenant qui a participé là, à cette étude-là. On y voit à première vue un lien là, entre l'usage d'outils dits aversifs et l'agressivité ou la réactivité là, des chiens à leur arrivée au refuge. Donc, ici, premièrement, le mot arrivé, c'est E accent aigu avec un E. Là, j'ai pas modifié ce qui m'avait été envoyé. Donc ici, on pourrait rapidement aller vers une conclusion et dire que les outils aversifs causent ces problèmes. On pourrait là aller rapidement vers ça. Parce que on voit agressivité 88, en rouge outils aversifs, collier plat en jaune 51, en vert le harnais, réactivité, puis après ça, autre. Okay? Mais si on se concentre sur agressivité, réactivité, on pourrait rapidement là penser qu'il y a causalité. Par contre, c'est pas ça que l'on doit comprendre uniquement avec ce graphique. D'ailleurs, j'ai répondu à l'intervenant, puis je lui ai signifié que son graphique illustrait une corrélation et non pas une démonstration causale. Bon, il a finalement confirmé ce fait, là. Il m'a répondu sur ma page, mais il a ajouté une hypothèse de conclusion suivante. Il a signifié les outils aversifs ne sont pas efficaces pour régler les problèmes d'agressivité. Donc ici, il faut faire attention d'aller vers ce type de conclusion. Donc mon but n'est pas ici de dénigrer cet intervenant ou de faire une analyse là, profonde de ce graphique, mais c'est de mettre en lumière les risques derrière l'analyse unique de ce graphique. Et si on le diffuse à des gens non avertis, on peut commettre des erreurs d'interprétation. Étant donné que j'enseigne l'analyse statistique et méthodologique, autant au niveau collégial qu'universitaire, je me suis permis de faire ressortir 3 erreurs assez fréquentes. La première erreur, c'est de confondre justement ce que je disais précédemment, c'est-à-dire la corrélation et la causalité. Donc, ce n'est pas parce qu'un chien portait un outil avertif, un choker par exemple, qu'il est devenu agressif. Il se peut qu'il ait porté cet outil parce qu'il était déjà difficile à gérer. Là, je lance cette phrase-là. Donc, c'est un biais qui est assez classique d'arriver tout de suite à la causalité et d'associer l'outil à un comportement sans tenir compte de la situation là, initiale. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire
on peut constater que l'utilisation d'outils aversifs n'a pas réglé le problème d'agressivité auprès de ces chiens. Pourquoi? Parce que d'un point de vue scientifique, si j'étais l'enseignant et un étudiant m'envoyait ça, je dirais que ça laisse entendre une relation. Ta formulation laisse entendre une formulation de cause à effet, ou du moins d'absence d'effet positif de cet outil à un public qui n'est pas averti. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est ignorer le biais d'échantillonnage. Donc, le graphique ne parle que de chiens qui sont arrivés au refuge, une population qui déjà a un parcours difficile. Ils ont été confrontés, ces chiens, à de multiples échecs éducatifs, fort probablement, malgré le bon vouloir des propriétaires ou des personnes qui sont intervenues. L'outil, à ce stade-ci de l'analyse, c'est souvent qu'un symptôme d'un parcours difficile et d'un manque de compétences de l'utilisateur, et non la cause de la réactivité ou de l'agressivité. Donc, les outils aversifs ne sont pas efficaces pour régler des problèmes d'agressivité. C'est peut-être une hypothèse boiteuse un petit peu acceptable dans un cadre scientifique, je dirais, mais franchement pas à la hauteur d'une analyse et d'un protocole méthodologique là, du point de vue d'une étude sérieuse. Alors, ici, ce que je veux que vous compreniez, c'est que parfois des études vont être faites sur, je sais pas moi, cinquantaine de chiens, 90 chiens, 400 chiens, 500 chiens, mais on ne prend pas nécessairement compte des autres qui sont alentour, qui n'ont pas présenté de soucis dans la vraie vie. Et je connais plein de personnes qui utilisent des outils soi-disant aversifs, là, au sens choker, prong cutter, sleep leash, et ces chiens-là ont une superbe vie. Mais ces gens les ont utilisé, ces outils, de façon instructive et non pas de façon punitive. Et c'est ça la grande différence. Je ne dis pas qu'il faut utiliser ces outils dans l'absolu. Je suis en train de dire qu'il y a un grand risque de commettre de fausses causalités lorsque l'on ne connaît pas la méthodologie d'analyse statistique. 3. Ne pas comparer un groupe témoin. On ne sait pas, justement, c'est ce que je disais précédemment, combien de chiens avec harnais ou collier plat qui n'ont aucun problème dans la société. J'ai plein de chiens qui sont venus me voir avec leur maître, là, et qu'ils étaient au harnais uniquement. Ils ont suivi des cours en renforcement positif pur. Ici, il ne faut pas faire de causalité entre renforcement positif pur et harnais. Mais les chiens étaient tous réactifs et agressifs. Il serait donc fallacieux de dire immédiatement c'est le harnais qui cause l'agressivité ou la réactivité. C'est pas ça là qui est derrière. C'est l'utilisation de l'outil qui est important. Qui l'a fait? Dans quel contexte? Et c'est ça qui est le plus important. Donc, ça nous prend quand même des points de comparaison là sérieux et justes pour pouvoir arriver à des conclusions qui sont sérieuses. Alors, je me suis dit, si il y avait une conclusion à faire, du moins du point de vue d'une hypothèse qui serait acceptable, ce serait de mon point de vue la suivante. Chez les chiens observés, l'utilisation antérieure d'outils aversifs n'était pas associée à une diminution manifeste des comportements agressifs.
Cela soulève la nécessité de mieux comprendre dans quelles conditions ces outils peuvent être efficaces ou contre-productifs. Fait que voyez-vous la subtilité ici, et ça, c'est réellement faire de l'analyse scientifique, au lieu d'essayer malheureusement d'aller vers une idéologie potentielle. Là. Ici, parfois, là, on diffuse l'information, puis on peut, derrière ça, ça cache peut-être une idéologie. Là, je suis pas en train de parler du graphique précédemment, dans l'absolu, là, mais je parle de façon générale. Donc, il y a quand même des j'allais dire des biais que ces gens-là font dans les... Avant de parler de ça, parce que je viens de penser que vous allez observer que plusieurs personnes vont utiliser des études scientifiques ou en faire, mais ils n'ont pas été confrontés à l'aspect des biais scientifiques. Dans l'exemple précédemment que j'ai pris, si j'ai à énumérer rapidement certains biais, là, je ferai pas une analyse exhaustive, là, mais ce qui me saute aux yeux, que j'ai mentionné, là, c'est un biais de sélection. Les chiens en refuge, ça ne représente pas l'ensemble des chiens ayant été exposés aux outils. Donc déjà, il y a un biais de sélection. Deuxième biais, il y a un biais d'attribution. On attribue l'échec à l'outil, sans pouvoir nécessairement vérifier s'il a été utilisé correctement, cet outil-là, dans tel contexte, par qui la personne avait-elle la compétence. Biais d'attribution, on appelle ça comme ça. J'enseigne ça à mes étudiants. Troisième biais, un biais de confirmation implicite, donc formuler une hypothèse sans inclure son contraire ou des alternatives. Et ça, souvent, ça peut trahir une idéologie, et on appelle ça des agendas. Les gens cherchent à démontrer quelque chose de bien précis. Et ça, malheureusement, moi, je tombe pas dans cette game-là, pour dire ça en bon québécois. J'aime que les choses soient bien faites. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé ici une hypothèse qui, de mon point de vue, serait plus acceptable pour une réelle analyse et étude scientifique. Maintenant, si je reviens à où j'étais précédemment, il y a des points faibles à certaines études sur les outils aversifs. J'en énumère ici quelques-uns, là, les faiblesses, les compétences de l'utilisateur, et à ce moment-là, la conséquence sur les conclusions, c'est l'échec est attribué à l'outil plutôt qu'à la personne. Procédure aversive utilisée, seule, en excès. Donc, l'efficacité est sous-estimée par l'absence de combinaisons que je vais discuter plus tard, mais que j'ai déjà commencé à discuter par rapport aux 3 circuits que l'on a parlé tantôt, là. Ensuite, l'absence d'un groupe témoin, l'échantillon est biaisé, donc l'interprétation du taux de succès est à ce moment-là automatiquement faussée. Et les mesures comportementales, physiologiques qui sont sur le très court terme, donc les résultats à long terme sont occultés. J'ai lu des études, par exemple, qui ont été faites sur 5 jours. Ils ont utilisé le e-collar. Ils en ont conclu que finalement, que c'était pas un outil approprié pour pouvoir régler le problème d'agressivité. Au contraire, les signaux de stress étaient supérieurs. Mais premièrement, cette étude-là était sur un très petit échantillon de l'ordre de 90 de mémoire. Ce n'était pas non plus fait de façon aléatoire. C'est une étude de 2020 en passant. Je revérifierai, là, je vais dans mon cahier rapidement ici, je vois 2020. Ensuite de ça, on n'a jamais eu un protocole clair, net et précis sur du vrai balance dog training. Donc, si on utilise juste la correction, ça n'a pas de bon sens, c'est ridicule avec l'outil. On n'est plus dans la communication.
Les mesures aussi parfois peuvent être biaisées. Hein, on constate un cortisol qui est plus élevé, mais les conditions étaient tellement variables que l'on n'a pas vérifié par la suite l'impact que ça avait. Certaines études vont même faire ça sur comme j'ai dit précédemment, j'ai vu une étude sur 5 jours. Quel éducateur, intervenant, compétent, va dire « Je prends 5 jours et je corrige le problème d'agressivité et de réactivité, merci, bonsoir ». C'est totalement stupide de faire une chose comme celle-là. Ce n'est pas la façon de travailler la réactivité, ce n'est pas la façon de travailler l'agressivité, et là on inclut l'utilisation de différents outils, prong collar, e-collar, ou peu importe, sur des très courtes périodes et avec des protocoles non adaptés à la réalité d'un intervenant compétent. Alors, voilà. Finalement, je suis pas en train de dire qu'il n'existe pas de bonnes études. J'en lis vraiment plusieurs. Il y a des études qui sont super intéressantes, parfois qui démontrent le contraire d'une autre étude. Et c'est là que ça montre que dépendamment de l'échantillonnage que l'on prend, du protocole que l'on utilise, de ce que l'on regarde, on peut arriver à des conclusions qui sont différentes, évidemment. Mais, comme on dit, il faut se parler, il faut échanger. C'est en se parlant qu'on se console, qu'on va pouvoir arriver à des choses qui sont beaucoup plus justes, hein, beaucoup plus représentatives de ce que l'on cherche à faire vivre à nos chiens. Fait que j'élaborerai pas plus qu'il faut à ce sujet. Je vais plutôt y aller avec une conclusion de mon gré, c'est-à-dire que un outil, c'est pas ça qui est coupable. Hein. C'est généralement le contexte qui est souvent ignoré. Si on se concentre juste sur l'outil, on fait une grave erreur. Hein, c'est quoi? Y a-t-il du suivi? Y a-t-il de l'adaptation? À quel moment qu'on a utilisé l'outil? Au début? Au milieu? Vers la fin? D'un protocole? D'une méthodologie d'intervention? Quel était le comportement initial du chien à l'arrivée? Comment il était, ce chien-là? Donc, ce sont pas les outils qui causent l'échec. Hein? C'est vraiment la personne, j'appelle ça la mauvaise main qui l'utilise, ou la mauvaise méthode qui isole de tout cadre éducatif qui est cohérent. Utiliser un outil, peu importe lequel, quand il est intégré au bon moment, de la bonne façon, à la personnalité du chien, on peut faire un peu de tout. Hein? On peut arriver à des résultats très positifs si on sait ce que l'on fait. Si on ne sait pas ce que l'on fait, on va arriver potentiellement à des résultats catastrophiques. Ça, c'est sûr, évidemment. Fait que voilà. Donc maintenant, la science, la vraie science, je devrais dire, elle observe, elle teste, puis elle se corrige. On a justement un cas maintenant qui est connu, malgré que certains intervenants qui sont encore en train de la diffuser. Hein, la fameuse dominance du chien alpha, là, on comprend maintenant que ce modèle-là a été mal interprété, puis on l'a appliqué à tort là, pendant plus de 40 ans. Là. On a ici l'échelle du temps. En 1947, les loups vivent dans des meutes dominées par un mâle alpha. En 1999, mais là, David Metch, lui, à ce moment-là, il a dit, appeler un loup alpha n'est pas généralement pas approprié. Hein. Les meutes naturelles sont plus de type famille coopérative, un peu comme l'humain, où c'est pas parce que le père et la mère, hein, c'est pas moi là qui je suis le maître absolu, tu dois m'écouter. C'est pas comme ça qu'on fonctionne dans une famille. Il y a une forme de hiérarchie, mais coopérative, familiale. Et on sait maintenant que les chiens adoptent aussi entre eux ce comportement. Il y a une dynamique là, sociale qui est complètement différente de ce que l'on a essayé de démontrer il y a plus de 40 ans. Alors, ça, c'était un extrait, là, finalement, de David Mill en 1999, là, qui disait finalement que c'était pas très approprié, là, de discuter encore du fameux concept, là, du maître absolu alpha, du chien alpha. On retrouve encore des éducateurs et éducatrices qui utilisent ça.
moi, je fais pas partie de cette approche. Je veux parler de meute, oui, mais meute au sens de meute coopérative, un peu comme une famille d'humains. La vraie science observe, teste et se corrige. Corriger égale rendre un chien agressif, mais de nos jours, les études en neurosciences démontrent que tout dépend du timing lorsque l'on fait une correction, de la clarté, de la prédictibilité, de la compréhension surtout par le chien. Une correction claire et juste peut réduire le stress et l'ambiguïté. Donc, je vous ai mis ici les 3 études qui ont démontré cette chose-là et qui démontrent encore. Oui, vous allez potentiellement trouver une autre étude qui va dire que faire une correction engendre du stress chez le chien, mais là, on occulte le niveau de correction et la façon dont la correction est appliquée. Et c'est là que je diverge de beaucoup d'éducateurs en balance dog training. J'aime utiliser les corrections dites naturelles et vous allez comprendre de quoi je parle dans une vidéo que je vais vous parler, que je vais vous diffuser. Alors voilà. Donc, j'élaborerai pas plus qu'il faut à ce sujet. On est maintenant prêt à passer au deuxième point dans mon plan de présentation. Il y en avait 4 points au total. Les limites du renforcement positif pur. Fait qu'on entend effectivement souvent en force-free training là, que l'on peut tout régler chez le chien avec uniquement le renforcement positif. Lorsque l'on comprend réellement le mode de fonctionnement du cerveau d'un chien, on saisit là, actuellement ou sincèrement là qu'un manque de nuances. Hein? Je suis pas en train de dire que le renforcement positif c'est pas important là, mais là il y a un manque de nuances dans ce qui est dit dans le force-free training. Le renforcement positif, c'est puissant, très puissant, mais c'est pas suffisant pour tous les cas, surtout quand on parle de comportement réactif ou agressif. Si on ignore l'erreur, sans poser de limite, sans interrompre clairement cette boucle comportementale, le chien peut renforcer des stratégies qui sont inadaptées en société. Exemple, le chien aboie pour faire reculer une personne, pour la réactivité interspécifique envers les autres espèces, ou pour faire reculer un congénère pour la réactivité intraspécifique, et ça fonctionne. Donc, son cerveau va encoder, comme j'ai dit précédemment, tantôt, comme un succès. Il va dire « Hey, c'est un gain pour moi, ça. » Donc, ignorer l'erreur, ce n'est pas une bonne stratégie. Deuxième limite, quand le chien est en stress aigu, à ce moment-là, il est sous adrénaline, ou la noradrénaline, on l'a mentionné tantôt, puis son cerveau, à ce moment-là, il n'est pas disponible à apprendre calmement. Il est plutôt en mode réaction. C'est comme ça que je vous ai nommé ça tantôt, ou en mode de survie, fight or flight. Et dans cet état-là, les fameuses friandises ou les encouragements verbaux que vous lui faites, sont souvent émotionnellement inaudibles. Le chien n'entend pas ça. Parce que ce n'est pas une priorité. Sa chimie intérieure lui dit, c'est pas le temps de manger, c'est pas le temps de prendre la nourriture, c'est pas le temps d'écouter, oh, bon chien, bravo. Non, c'est pas le moment. Enfin, il y a un piège important que l'on oublie très, très souvent, que plusieurs intervenants ou éducateurs oublient, c'est les fameux comportements auto-renforcés. Si un comportement, même problématique pour dire ça comme ça, là, donne un résultat satisfaisant pour votre chien ou pour le chien, donne un gain. Je redis à nouveau, créer de la distance ou éviter une contrainte quelconque. Automatiquement, c'est la dopamine qui va ancrer la réponse
comme une bonne stratégie. Et à chaque fois que le chien répète ça, il renforce son habitude comportementale. Et c'est son cerveau, grâce à la dopamine, qui renforce ce comportement. Donc, si je résume, sans cadre, sans repère clair, et surtout sans une intervention appropriée, on peut maladroitement entretenir le problème au lieu de le désamorcer. Et la première vidéo que vous avez écoutée et que vous avez entendue de la propriétaire, qu'on lui a conseillé de lui donner des friandises lorsque son chien voit un autre chien, la personne qui a conseillé ça, si c'est réellement de cette façon-là que ça a été conseillé, elle a absolument rien compris. Et là, je n'ai pas à dire que la propriétaire ne dit pas les bonnes choses, parce que j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de clients, depuis les 25 dernières années, c'est des centaines, qui ont reçu ces commentaires et qui étaient franchement pas adaptés au contexte. Et là, on était potentiellement, et pas juste potentiellement, on a été assurément en train de renforcer une habitude grâce au système, au circuit dopaminergique. Alors, certains d'entre vous, vous m'avez d'ailleurs dit des choses à ce sujet tantôt, puis je vous ai dit, on va en parler ensemble. Ben, le contre-conditionnement puis la désensibilisation, Alain, qu'est-ce que tu en fais? Ben, je vous ai dit, je vais répondre à cette question. Mythe ou réalité? Si je commence par mythe, pourquoi je dis ça? Le contre-conditionnement vise à changer l'état émotionnel. L'objectif, c'est que le chien associe un stimulus déclencheur, un stimulus problématique, exemple, un autre chien, à une conséquence positive, recevoir de la nourriture, recevoir une friandise. Et graduellement, on cherche ainsi à dire, on va réduire la peur, on va réduire la frustration, on va réduire l'excitation excessive si c'était une réactivité par frustration, comme vous avez vu dans la première vidéo. Mais certains éducateurs ou éducatrices oublient des trucs, comment le cerveau fonctionne. Le cerveau du chien, là, ne fait pas qu'enregistrer des associations émotionnelles. Ça, c'est faux. Le cerveau du chien évalue les séquences de cause à effet. Et c'est là qu'intervient le circuit ou le système dopaminergique que je vous ai déjà introduit. Exemple, si le chien aboie, ou il fonce, il charge en tension sur un autre chien ou sur une personne, et qui reçoit une récompense, une friandise, tout de suite après, ou en même temps, il y a un réel risque d'auto-renforcement du comportement, même si l'intention était de travailler l'émotion. Et pourquoi que je dis une chose comme celle-là? Parce que le cerveau retient, ce n'est pas juste « je vois un autre chien égal, je reçois une friandise ». Le cerveau encode. Je jappe, ça fonctionne, j'ai un gain. Je reçois de la dopamine, neurobiologiquement parlant. La friandise peut activer cette dopamine. Pas juste la friandise. Je jappe, ça fonctionne. Le chien ou la personne s'éloigne, je reçois en même temps une friandise. On a un double renforcement et c'est donc neurobiologiquement très gratifiant pour le chien. Donc oui,
Si la récompense est donnée alors que le chien est en pleine expression de sa réactivité ou de son agressivité, oui, on peut renforcer de mauvais comportements, que vous le vouliez ou non, ou que vous ayez de bonnes intentions de changer l'état émotionnel. Et c'est encore plus vrai si le chien est vraiment sous haute activation émotionnelle. Là, ce que j'entends par ça, c'est l'adrénaline, la noradrénaline. On se souvient que dans ce contexte-là, le cortex préfrontal, qui est responsable du raisonnement et du contrôle des émotions, hein, des inhibitions, lui est court-circuité. Le chien ne réfléchit plus. Hein? Il voit tout noir. Il voit plus rien. Il agit uniquement sous ces boucles comportementales qui ont été ancrées, qui ont été renforcées. Et c'est pour ça que certains éducateurs peuvent dire à des propriétaires de chiens, qui ont des chiens réactifs, là, sortez très tôt ou très tard le soir. Oui, ça peut aider, évidemment, hein, parce que le chien ne répétera pas sans arrêt cette boucle-là et renforcer un comportement automatique. Par contre, on comprend très bien que cette stratégie, sur le moyen long terme, c'est pas très juste. Ce n'est pas une vie de sortir quand il n'y a plus personne ou qu'il n'y a plus de chien à l'extérieur. Ce n'est pas représentatif de la vie et d'une belle vie en société. Donc ça, c'est l'aspect mythe. Mais vous savez que je suis équilibré dans le balance dog training. C'est ça le balance dog training. Donc, pour moi, il y a aussi du vrai dans le contre-conditionnement et la désensibilisation. Donc, le contre-conditionnement, il peut fonctionner, mais seulement dans une plage d'intensité émotionnelle qui est contrôlée. Il faut intervenir en dessous du seuil de réactivité. Quand le chien est encore capable de percevoir, de réfléchir, d'apprendre, d'utiliser son cortex préfrontal. Si le seuil de réactivité est dépassé, le travail doit inclure à ce moment-là une gestion comportementale qui est claire. Parce que je vous avoue que c'est difficile là, de dire je dépasse-tu le seuil ou pas. On y va aussi par essai et erreur. Et donc le chien parfois peut réagir parce qu'on a dépassé son seuil de réactivité. Et on peut vouloir aussi mettre le chien au défi pour avancer un peu dans le seuil, pour essayer d'aller agir sur l'interruption du comportement grâce à différents mécanismes de communication, des balises que je pourrais dire, que je pourrais discuter un peu plus tard. Vous allez l'entendre dans ma vidéo, hein, la mise à distance du chien, hein, s'éloigner un peu, revenir, s'éloigner un peu, revenir, des indicateurs aussi, hein, qui sont des marqueurs négatifs là que j'utilise régulièrement, hein. Nope, N-O-P-E, par exemple, faire un petit son. Il y a plein de choses de possibles, là, je ne veux pas élaborer sur ce sujet-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit inclure une gestion comportementale claire avec différentes stratégies en s'adaptant à la personnalité du chien et au contexte. Donc, quand le timing est maîtrisé, quand on n'a aucun comportement indésirable qui est renforcé, japper, grogner, fixer de manière excessive, mais à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir interrompre les boucles comportementales puis de récompenser les bons choix. Donc, le chien apprend à détourner le regard de l'autre chien ou de la personne.
Il apprend à rester calme près de nous parce qu'il a de l'engagement à notre égard. Il apprend à observer, mais sans tension interne, mais sans aussi tension externe, tension sur la laisse, par exemple. Il apprend à revenir vers le maître quand il sent un inconfort. Donc, à ce moment-là, le contre-conditionnement va fonctionner. Ce sont des stratégies qui sont intéressantes. Dans le cas contraire, on revient à ce que je disais précédemment, on ne fait que renforcer inefficacement, voire même de façon nuisible, un comportement inapproprié. Donc, il y a du timing. Timing is everything. Il faut comprendre à quel moment agir. Donc, en résumé, le contre-conditionnement doit s'intégrer dans quelque chose de beaucoup plus grand, dans une approche beaucoup plus complète de la structure, de la gestion, de la récupération, hein, comme j'ai mentionné précédemment. On peut pas juste se contenter de donner des récompenses à gauche puis à droite quand le chien est déjà en mode réactif ou agressif. C'est réellement une erreur d'application. Donc, le contre-conditionnement, il ne suffit pas à lui seul. Le contre-conditionnement va être une stratégie prise dans quelque chose de beaucoup plus grand, dans un ensemble beaucoup plus grand. Oui, on va désirer changer l'émotion, c'est hyper important. Mais c'est efficace uniquement quand on combine le tout avec des interdictions qui sont claires, des séquences de récupération, exemple, sortir de l'environnement qui crée de la tension intérieure ou la tension sur la laisse. Moi, j'utilise l'ordre « let's go ». Vous allez l'entendre dans une de mes vidéos. Parfois, je dis « on marche » et on sort. Des marqueurs de calme hein, ou d'inhibition, hein, de dire le chien de laisser, « leave it out ». Toutes des choses qui sont possibles. On a appris aux chiens la signification de ces marqueurs de calme ou d'inhibition. Puis aussi un travail relationnel, une proximité avec le maître, le meneur, la maîtresse, un regard, un ancrage corporel, le paraverbal. Vous allez m'entendre dire ça souvent. On sous-exploite le paraverbal. Le chien suit le corps du meneur. On n'a pas besoin de parler au chien. On agit. On lui a montré que son attention sélective doit être vers nous. Alors, ce que l'on va faire, je vais vous montrer une petite vidéo qui est très courte cette fois-ci, pas de souci, pas d'inquiétude, puis on va se prendre une petite pause bientôt, à nouveau. Hein, on a près de 3h30, je pense, de formation jusqu'à maintenant. Pas de souci, vous allez pouvoir prendre votre collation. Alors, on y va. Donc, on observe déjà, il y a un changement de posture du chien, c'est ça que vous voyez. Il y a un marqueur négatif qui aurait dû être utilisé à cette étape-là. Donc, le marqueur négatif « Nope » pour dire une interdiction. Hein? Faut pas que tu ailles là. Et ça, c'est communiquer avec le chien parce que le cerveau, si le chien répète ce que vous venez de voir dans la vidéo de façon consécutive, il rend que c'est une solution qui est efficace parce que les gens ont parti, le chien y est parti et ça marche. Donc, il faut montrer au chien qu'il doit avoir une certaine forme d'inhibition. Il doit réfléchir avec son cortex préfrontal et on a amené ce chien à le faire d'ailleurs. Donc là, on était au balbutiement pour montrer ce que c'est une boucle comportementale. Alors,
on ne renforce pas une émotion, seulement un comportement. Vous allez m'entendre dire ça dans certaines vidéos, mais mes clients, les gens qui travaillent avec moi, les gens que je forme, savent que j'ajoute une subtilité à ça. Hein? Parce que c'est une phrase qui est assez couramment utilisée en renforcement positif pur, entre autres, là. Et ça, c'est une vision un peu comportementaliste qui est assez stricte, là, au sens que on ne peut pas récompenser une peur ou on ne peut pas punir une tristesse. C'est ça qu'on va souvent nous dire. Personnellement, j'insiste, j'insiste qu'il y a réellement une subtilité. Et je vais vous l'expliquer, ma subtilité, qui est aussi une subtilité qui est reconnue au niveau neurobiologique. Donc, on ne fait pas qu'amplifier là, la dynamique. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas simplifier, j'ai dit amplifier, désolé, on ne peut pas simplifier à l'extrême là, la dynamique entre émotions, entre comportements, puis entre neurobiologie. On ne peut pas rendre ça aussi simple que la phrase qui est écrite initialement. Ce que les études démontrent, c'est que c'est intimement lié émotion puis comportement. L'émotion déclenche et accompagne le comportement. Donc, quand un chien jappe, quand un chien se met à foncer, charge ou grogne, ce comportement est une expression d'un état émotionnel, soit qu'il a peur, la frustration, l'excitation, de l'inconfort, etc. Et ce comportement-là produit une séquence de conséquences. La distance créée, avoir du contrôle, obtenir du silence de l'autre parce que l'individu est resté surpris, mettons, envers un humain. Et ça active quoi? Ça active le système dopaminergique. Et si la conséquence est perçue par le chien, je devrais dire par le cerveau du chien comme étant un gain, comme étant favorable, mais là, ce que l'on renforce, ce n'est pas l'émotion directement, mais là, c'est très, très important ce que je vais vous dire, c'est la stratégie émotionnelle qui est associée au comportement. En d'autres mots, le cerveau du chien, il va encoder, ressentir ceci, plus faire cela, égale un gain. Et on crée alors, ce que j'ai dit tantôt, des habitudes émotionnelles fonctionnelles. Donc là, j'ajoute deux mots. Vous créez des habitudes, mais ce sont des habitudes émotionnelles. Puis pourquoi que j'ai ajouté le mot fonctionnel? Parce que ça fonctionne. Ça donne un gain, ça donne un résultat. Donc, sans faire de l'anthropomorphisme, là, vous savez que je suis beaucoup contre ça. Trop d'humains font de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire donner à l'animal des dispositions qui sont attribuables à l'humain, là. Et si on prend l'exemple qui est donné souvent par certaines personnes, un enfant qui pleure puis reçoit une friandise, je suis pas en train nécessairement de renforcer sa tristesse, hein, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train potentiellement de dire à cet enfant, le fait de pleurer, j'obtiens un effet. J'obtiens quoi comme effet? J'obtiens de l'attention, j'obtiens la présence de mon parent, j'obtiens du réconfort de gens de mon entourage. Donc, le cerveau, quand je pleure, j'obtiens quelque chose. Là, il y a une stratégie potentiellement qui pourrait être répétée dans d'autres contextes. Et c'est la même chose pour votre chien. Fait que là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas consoler nos enfants et tout ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous expliquer que c'est plutôt la stratégie émotionnelle qu'il faut faire attention parce que le chien va créer des habitudes émotionnelles qui sont fonctionnelles en disant « Hey, cette stratégie-là marche, je l'utilise. Cette stratégie-là marche, je l'utilise. »
Alors, malgré les études, donc le mythe, c'est de croire que donner une friandise, peu importe le moment où l'état du chien va forcément désamorcer le comportement, ben on comprend que c'est peut-être faible un petit peu. Donc en réalité, on sait maintenant qu'on peut renforcer une stratégie qui est problématique si elle produit un gain. Puis même si ce gain-là est quand même minime. Donc ce que je dis à mes clients, ce n'est pas la peur qu'on renforce, c'est l'utilisation de la peur comme un levier comportemental. Et la dopamine, elle va s'en mêler parce qu'elle va chercher à encoder cette stratégie-là comme étant une stratégie qui est émotionnellement fonctionnelle. Alors, on va se prendre une petite pause. Quelle heure est-il? Ça fait un bon 3h30 qu'on est ensemble. On va se prendre une pause d'une 15aine de minutes. Et ensuite, on va pouvoir poursuivre la formation. Et on va terminer notre grande période avec votre collation, votre souper ou votre dîner, dépendamment où vous êtes dans le pays, sur la planète. À bientôt. On revient dans 15 minutes. Alors, rebonjour. J'espère que la pause a pu satisfaire votre besoin de relaxer pour pouvoir récupérer. Alors, on a terminé là sur le mythe là, finalement du contre-conditionnement et de la désensibilisation à outrance là, qui est utilisé parfois de mauvaise façon, pour dire ça comme ça. Alors, j'avance. On est rendu maintenant ici au niveau de la boucle comportementale. Vous avez vu la petite vidéo où je signifiais qu'il aurait fallu agir un peu plus vite grâce à un marqueur, notamment, entre autres, je devrais dire négatif, ou grâce à un marqueur d'interdiction. On voyait le changement de posture chez le chien, le Golden Doodle. Alors, la boucle comportementale, qu'est-ce que ça dit, ça, cette diapositive-là que j'ai mise? Ça résume un peu le mécanisme essentiel là, qui est dans la réactivité et l'agressivité. Premièrement, c'est pas une opinion là, que je suis en train de vous dire en passant. Là. Ce sont des constatations neurobiologiques. Si aucun signal clair ne vient marquer une erreur, le cerveau du chien ne comprend pas qu'il a franchi une limite. Donc, les études de 2002 de Ledoux, Stali également 2016 et également 98 ont démontré ces choses-là et il y en a d'autres qui démontrent cet aspect-là. Donc, ça, c'est connu et reconnu en neurosciences, des boucles neurocomportementales que l'on appelle. Donc, le chien, le cerveau du chien, je devrais dire, il enregistre simplement ce que j'ai fait a fonctionné. Hein? J'aboie, je grogne, je fonce, je menace, et cette action-là a produit un effet. On l'a dit tantôt, l'autre personne ou l'autre chien recule, il y a un arrêt d'un inconfort quelconque, il y a une prise de contrôle des ressources, etc. Alors, le circuit dopaminergique, mésolimbique, que je vous ai parlé tantôt, on se souvient les différentes zones, hein, le système mésolimbique. Fait que là, on a le circuit dopaminergique mésolimbique qui va s'activer. Puis ce circuit-là, lui, ben c'est celui de l'anticipation de la récompense. Le circuit dopaminergique mésolimbique est chargé de retenir ce qui marche. Hein? Qu'est-ce qui a marché pour moi? Et à ce moment-là, ben, cette récompense-là, ben, elle peut être le soulagement hein, ou la fuite d'un malaise. Je me sens pas bien, je jappe, l'autre s'en va, l'autre chien s'en va. Ouf, ça fait du bien. Hein? Là, j'exprime ça là, de façon humaine, là. Mais le cerveau du chien, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, à force de répéter cette séquence-là, ben, la boucle comportementale va s'ancrer. Puis là, le chien, qu'est-ce qu'il fait?
c'est qu'il ne réfléchit plus, il ne prend plus son cortex préfrontal pour inhiber ça et réfléchir en disant « je fais ça ou je fais autrement? » Hein? C'est le cortex préfrontal qui permet de faire ça. Non, le chien ne fait plus ça. C'est une boucle qui est automatique. Et là, il applique un schéma qu'il a appris, parfois même inconsciemment. Ça a été renforcé, comme j'ai dit, biologiquement par ses neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Donc, ce que les auteurs qui sont listés ici en référence ont voulu nous montrer, c'est que sans intervention claire, sans balise ou correction adaptée, hein, la stratégie agressive ou de réactivité devient une habitude émotionnelle, puis cette habitude émotionnelle, elle est neurochimique, que l'on le désire ou pas. Donc, il va falloir briser cette boucle neurocomportementale. Donc, montrer qu'il y a autre chose qui est possible de faire. Alors, un malaise peut-il activer le circuit du plaisir? Vous devriez être en mesure de pouvoir répondre à cette question, parce qu'on l'a mentionné tantôt. Oui, tout à fait. Et l'étude de Stelly de 2016 et aussi de 2019 qui a été faite là, sur les rats, apprenait justement que le rat évite un choc en appuyant sur un levier, puis le cerveau, à ce moment-là, libérait de la dopamine par la voie mésolimbique. Là. Et ça inclut le striatum ventral à l'intérieur du cerveau. Et on peut l'appliquer, ça se transpose ça au niveau des chiens également. Donc, pour bien comprendre un comportement réactif ou agressif, il faut comprendre qu'il y a des stratégies qui sont apprises. Puis l'étude qui a été menée a un petit peu démontré cet aspect-là. C'est-à-dire que si on apprend à éviter quelque chose, il va y avoir une forte libération de dopamine, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir de la nourriture. Hein? La fameuse récompense classique, la nourriture, là. La libération de dopamine va se faire par quoi? Le fait que j'ai évité l'évitement de quelque chose. Donc, la dopamine récompense pas seulement le plaisir, elle récompense des stratégies d'évitement, des stratégies qui sont efficaces. Autrement dit, si j'évite un malaise, ça va être aussi gratifiant pour le cerveau que d'obtenir une friandise. Naturellement, le chien n'est pas un rat, là, mais leur cerveau partagent les mêmes routes de renforcement et c'est pour ça qu'on arrive clairement, grâce à ces études, qui ont été faites aussi sur des chiens par la suite, mais pas dans ce contexte-là, à transposer. Donc ça, c'est très, très, très intéressant comme conclusion. Donc l'évitement, qui peut s'apprendre, hein, c'est pour ça que j'ai écrit l'évitement apprise, devient une stratégie qui est récompensée et à ce moment-là, il y a un comportement qui est renforcé par la libération de la dopamine. Donc un malaise peut effectivement activer le circuit du plaisir, le circuit dopaminergique, pour dire ça comme ça. Alors, c'est pas les études qu'il faut craindre de mon point de vue. C'est plutôt l'ignorance qu'on entretient en les refusant. Oui, on peut trouver une étude qui va dire le contraire, etc. Moi, je les analyse et je les regarde pratiquement toutes les études et je suis en mesure de porter un jugement équilibré, non pas un jugement idéologique. Je suis en mesure de pouvoir dire, ouais, là-dessus, ça a beaucoup de sens. Faut favoriser cette stratégie. Ah, dans cette circonstance-là, faut plutôt favoriser une autre stratégie. Il faut s'adapter au contexte, à la situation, à la personnalité du chien, à la personnalité du maître, de la maîtresse, du propriétaire, au passé du chien, etc., etc.
Alors, ce que je vous ai fait ici, c'est un résumé au niveau de l'étude de 2016-2019 par rapport à certains paramètres d'analyse. Là, vous savez que je suis issu du domaine des sciences également. Et je me suis fait un petit résumé là, de différents paramètres. Mettons, je regarde le premier en haut. Là, je ne lirai pas les 3 cases. Je peux regarder le premier en haut. Le signal conditionné, qui est le Q, ben, dans l'étude, c'était un son. Donc, quand le rat entendait un son, ça l'annonçait un choc qui était imminent, qui s'en venait. Donc, pour nous, c'est l'apparition d'un congénère ou d'un humain qui est excitant, par exemple, pour la réactivité par excitation. Le comportement attendu au niveau du rat, c'était d'appuyer sur un levier pour éviter le choc. Et le comportement attendu du chien, ben, c'est de rester calme, de regarder le maître, d'attendre. La conséquence avertive, choc électrique, si le rat n'agit pas, il recevait un choc via le plancher au niveau de l'étude. Nous, c'est un blocage de la laisse, un arrêt ou un retrait de l'accès à l'autre chien ou à l'autre individu. Ce que l'animal cherche à obtenir, ben, c'est d'éviter le choc pour le rat, de retrouver un état de confort. Et le chien, c'est d'accéder au congénère ou d'avoir une interaction sociale avec un autre humain, par exemple. Et l'effet maintenant sur la dopamine, selon l'étude sur le rat, il y a une diminution de la dopamine s'il y a choc, parce qu'il y a un stress, n'est-ce pas? Le stress, c'est l'adrénaline qui est enclenchée. Par contre, il y a une augmentation de dopamine. Le système dopaminergique est mis de l'avant. On sait il sert à quoi le système dopaminergique. Et ça, c'est si l'évitement est réussi. S'il a appuyé sur le levier, il n'y a pas eu de choc, le rat, il y a une augmentation de dopamine. Ah, j'ai eu une information utile et ça l'a réussi. Dopamine au niveau du cerveau. Pour le chien, il y a une diminution de dopamine s'il y a blocage par la laisse, mais il y a une augmentation de dopamine si le comportement est maîtrisé. En attente, il me regarde, je lui permets d'aller voir l'autre chien, je lui permets d'aller voir l'autre humain, ou on quitte tout simplement, on revient. Bref, il y a plein de stratégies là possibles au niveau comportemental. Fait que j'ai fait ici le résumé pour la réactivité par crainte, ainsi que la réactivité que l'on nomme là, territoriale pour pouvoir protéger là, son territoire. Là, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous faire écouter une petite vidéo d'une 15aine de minutes qui utilise un ensemble de ce que j'ai appelé le Balance Dog Training. Et après, on pourra poursuivre la présentation. N'oubliez pas de prendre vos questions parce que dans quelques instants, il va y avoir aussi une séance de réflexion. Elle revient pas vers moi comme elle le fait à la maison. Donc, elle revient, donc c'est une bonne chose. Elle ne me voit plus dans son champ visuel. Oups, excuse-moi. Par contre, elle revient en regardant à gauche et à droite. C'est vraiment l'hypervigilance qui engendre ça. On marche. Je vais m'approcher ici sur le côté. On l'a entendu, là, un petit silement. Fait que le petit silement, regardez, je vais juste voir si elle va vouloir avoir la nourriture. Elle veut pas du tout la nourriture. Fait que c'est quand je parle d'état émotionnel où le chien ne se sent pas bien. Là, dans ce cas-ci, c'est une excitation, mais en même temps une inquiétude. Parce qu'elle regarde le chien. Voilà. C'est en plein ce que je disais. Fait qu'on a une excitation, puis en même temps, elle dit, est-ce que je peux approcher chez le chien? Là? Y a-t-il un danger potentiel? Nope. Nope. Good. Ça, c'est bien. Nope.
Et je vais juste replacer ici pour ne pas la blesser sur la patte. Fait que c'est elle-même qui arrive au bout de la laisse. C'est pour ça que je viens ici au parc canin. J'essaie de lui montrer que si tu pars là-bas, nope. Good. J'essaie de capter son attention. Yes! Good! On va voir si ça va le prendre la nourriture. Oh, elle l'a pris cette fois-ci. Bonne chose. Excellent. Mais elle le prend rapidement. Elle l'a pris tellement vite qu'elle s'est étouffée elle-même. Excellent. Fait que je bouge. Je veux qu'elle vienne avec moi. Excellent. Là, je vais me rapprocher tranquillement. Oh yeah! Good girl! Yes! Excellent. Juste enlever ça ici. Je la laisse regarder. Je la laisse avancer. Voilà. Excellent. Yes! J'ai mis une petite traction un petit peu plus, hein. C'est pas le pressure release que je parle. Là, j'ai tiré un peu sur la laisse pour lui montrer, ah, tu dois être avec moi et non pas que la gang qui est là-bas. Yes! Good girl! Fait qu'elle décide, comme si nous étions en marche structurée, de me suivre, mais je dis rien là-dessus. J'aime autant qu'elle suive mon corps, le langage paraverbal, comme j'ai déjà parlé, qu'elle s'occupe des chiens là-bas. Yes, good. Ça, c'est bien. Excellent. Nope. Nope. Là, j'ai assuré une genre de correction. Je suis en train de faire une petite vérification. J'ai fait une petite traction sec. C'est un type de correction que je viens de faire. Je lui ai dit non, c'est comme si elle n'écoutait pas ce que je voulais lui mentionner. Fait que je veux lui dire que quand tu entends non, ça veut dire que c'est quand même une forme d'interdiction. Tu n'es pas sur le bon chemin. Alors je m'attends à ce que tu retournes ta tête vers moi. Fait qu'il y a un chien qui s'en vient ici, on va vérifier. Nope. Yes! Good. Fait que là, j'ai utilisé mon nope, elle est revenue, fait que j'ai pas mis de traction sur la laisse. C'est une communication. Yes! Je lui donne pas de nourriture en passant parce qu'elle ne veut pas la nourriture, puis je ne revalide pas ça pour l'instant. Là, je suis plutôt dans l'instant présent de vivre ça avec elle. Je vais me poser maintenant. Je vais m'arrêter. Je vais la laisser observer parce que je vois que les chiens sont calmes. Fait que ça va l'aider. Fait que moi-même, j'arrête de bouger. Tantôt, j'étais dans le déplacement. Fait que ça l'incite le chien à avoir un œil sur moi parce qu'elle connaît le langage paraverbal. Tandis que là, je vois que les chiens là-bas sont pas près de la clôture, sont relativement calmes. Fait que je lui permets également d'observer l'ensemble, de capter de l'information en mode on est relax. Moi-même, je suis à côté puis relax. Fait que là, je pourrais à ce moment-là récompenser. Ça serait, on va voir, ça va le prendre. Elle prend la nourriture. Ça, c'est du contre-conditionnement. Donc, le chien reçoit une nourriture, puis il est en train de faire quelque chose de bien normal, c'est-à-dire observer. Hein, j'ai pas d'attente particulière. On voit qu'elle ne veut rien savoir. Elle tourne sa tête. Fait que pour elle, c'est pas une priorité. C'est ça son langage. Elle tourne sa tête en disant « j'en veux pas ». Fait que je dois respecter cette chose-là. C'est pas sa priorité à... Fait qu'un chien qui sent au sol, ça c'est une bonne chose. Bon chien, good. Ça c'est bien. Excellent. Bonne fille. Good girl. Excellent. Ça c'est bien. Good. Good. Juliette? Oh yeah! Good girl. Good girl. On voit par contre qu'elle veut pas la nourriture. Fait qu'elle est restée
stable, mais son état est pas... elle se pose des questions. Nope, nope, voilà. Donc là, elle réagit au chien qui jappe en disant « Pourquoi tu jappes après moi? » Je vais juste replacer ma longe. On prend toujours le temps de placer notre laisse ou notre longe pour pas blesser le chien. Si le chien part en trombe, on veut pas que ça lui frappe sous la patte. Nope, nope, nope. Good, good. Ça, c'est bien. Excellent. Voilà. C'est le comportement que j'attends d'elle. Voilà. Ça, c'est bien. Excellent. Oui, bonne fille. Good girl. Good girl. On met jamais de tension sur la laisse lorsqu'un chien est en train de sentir un autre chien dans un bon état émotionnel. Le chien ne doit pas sentir de tension. Sinon, il associe tension, potentiel à l'autre chien qui me stresse. Je veux plutôt que le chien associe « je ressens rien dans mon cou » avec la longe et je suis en contact avec un autre chien. Fait qu'on voit qu'elle vient coller son corps sur ma jambe, sa petite insécurité, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, elle se sent bien quand elle fait ça. Fait que j'aime autant qu'elle fasse une chose comme celle-ci, qu'elle se mette à surréagir, à exagérer, à être excessif dans ses réactions. Excellent. Bon, vire. Fait que là, la stratégie que je suis en train d'utiliser, c'est de suivre un chien qui est calme à une distance, qui est raisonnable, qu'on appelle le seuil de réactivité. Et vu qu'elle, oui, elle se retourne vers moi. Good, good. Je suis à l'intérieur du seuil de réactivité de Juliette. C'est-à-dire qu'elle arrive à gérer les éléments déclencheurs. Donc, le rapprochement peut être un élément déclencheur. Le chien peut avoir vécu un certain stress préalablement. C'est aussi un élément déclencheur. Et quand on fait la juxtaposition de ces éléments déclencheurs, c'est un peu comme la goutte qui fait déborder le vase, le chien, à un moment donné, se met à réagir. Et ça, ce n'est pas de l'agressivité, parce que le chien n'a pas une intention. C'est une réaction, donc c'est très différent. On le voit d'ailleurs. Elle suit, puis elle est relativement calme. Quand je dis relativement calme, du point de vue de l'état émotionnel de Juliette. On sait d'où elle part. Là, sa maîtresse le sait aussi, la propriétaire. Elle part très loin. Donc, le conditionnement classique, c'est que le chien, de façon involontaire, il réagit. Et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on lui a montré. Alors actuellement, Juliette, je pense qu'elle réagit de cette façon-là. Et là, ça va être justement le contre-conditionnement qui va permettre potentiellement à Juliette de progresser sur cet aspect. C'est-à-dire recevoir des friandises sans qu'on ait nécessairement d'attente. Et là, il y a un mélange entre contre-conditionnement et désensibilisation dans ce que je suis en train de faire. Parce que Juliette voit un chien à distance, elle reçoit la nourriture, mais puisqu'elle est relativement calme, je suis en train de renforcer ce comportement qui est le concept de la désensibilisation. Fait que je vais juste voir si elle peut prendre la nourriture en passant ici. Good! Excellent. Good! Oh, ça c'est bien. Good. Ce que je suis en train de faire là, on appelle ça du contre-conditionnement. Je n'ai pas d'attente. Elle peut regarder à gauche et à droite et je lui donne la nourriture de façon régulière. Je contre-conditionne un comportement et je fais aussi de la désensibilisation parce que somme toute, elle se comporte relativement bien. Elle est calme, elle reste à ma gauche et elle n'explose pas. J'ai utilisé légèrement mon pressure release. J'ai tiré légèrement sur la laisse pour rappeler à Juliette
Tu te souviens que ce comportement est de suivre la laisse. Oh, là, j'ai essayé d'étirer un peu pour la vidéo, mais on essaie de pas trop insister. Et je vais libérer notre Juliette à une certaine distance du chien en disant « T'es libre maintenant. » Break! Et là, le chien peut faire ce qu'il veut. Et ça me permet d'observer, est-ce qu'il va vouloir se diriger vers le chien qui est là-bas, qui est en train de faire sa vie normale de chien. Elle le regarde, mais elle part pas dans sa direction. Fait que c'est quelque chose de très positif. Si je m'en vais par là, le paraverbal, et ensuite je reviens, je mets une tension. Yeah! Good girl! Donc, j'ai combiné le paraverbal avec le pressure release. Tu sens une tension, faut que tu reviennes vers moi avec elle. Voilà. C'est que je bouge, mon corps bouge, le chien doit bouger. Voilà. Excellent. Je récompense ça. On n'oublie pas que j'ai pas demandé à Juliette d'être au pied ou de faire une marche. C'est que je me déplace et le chien me suit. Good. Ça veut dire que je suis plus important que le stimuli qui est là-bas. Et ça, c'est une excellente chose. Good girl. On marche. Là, je la mets en mode structuré, puis je lui dis, on marche et on repart. Good girl. On marche. Fait que j'ai mis légèrement une tension pour lui dire, accélère un peu le rythme. On marche et que tu dois pas trop traîner en arrière. On voit que la tension sur la laisse a relâché. Voilà, encore une fois, l'application du renforcement négatif, mais de façon constructive. Donc, pour aujourd'hui, ça va être le travail que je vais avoir fait sur Juliette. Donc, présence de beaucoup de stimuli, beaucoup d'enfants, vue de chiens calmes, vue de d'autres chiens en mouvance. Elle s'est bien comportée. À l'occasion, elle a explosé. Elle a ressenti un désagrément. Elle a poursuivi son comportement qui est juste par la suite. Donc, le retour au calme était mieux. Et enfin, on l'a terminé avec un exercice où le chien était super calme et moi, je pouvais passer en avant. Je faisais du contre-conditionnement. C'est-à-dire, je nourrissais Juliette sans avoir nécessairement d'attente. Ensuite, mélange de désensibilisation, c'est-à-dire que Juliette était relativement calme et elle recevait une récompense. Il y a une personne qui s'en vient. Mode fixation, je mets une petite tension. Yes! Good girl! Good girl! Juliette! Good! On marche! Voilà, excellent. Donc, j'ai essayé juste de distraire un peu Juliette parce que je veux finir sur des éléments positifs, comme je disais précédemment. Et tantôt, pour terminer sur ce sujet, j'ai passé en avant du chien, elle tournait sa tête vers moi au lieu d'être en train de regarder toujours le chien sans arrêt. Et là, c'est là que j'ai fait « Good! » C'est là que j'ai dit mon « good » pour renforcer le comportement. On marche. Fait qu'on avance, puis on s'en va. Fait que merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.